Bonsoir ou rebonsoir à tous et bienvenue ou re-bienvenue à tout le monde pour cette soirée consacrée en ce jeudi 14 avril, alias jeudi 45 mars, dans le calendrier martien de la Nuit debout, à ce mouvement inédit qui s'est diffusé depuis la place de la République à plusieurs villes de France. Nuit debout et maintenant, la question se pose de savoir ce que peut et de ce que veut devenir ce mouvement des nuits deboutistes. Comment le mouvement peut-il s'étendre ou s'éteindre? C'est ce qu'on verra à partir dans le troisième temps de cette soirée, après un détour par la manière dont le cinéma est devenu un vecteur de mobilisation et de lutte. Mais auparavant, la première partie de cette soirée est consacrée à la question de savoir comment ça marche, cette nuit debout. Des premiers initiateurs autour du journal Fakir et du film Merci Patron notamment, à ceux qui organisent maintenant ces nuits avec ce système spécifique d'AG et de commission. C'est ça que nous allons élaborer en compagnie de, pour le moment, 5, mais sans doute bientôt 6 invités. Alors parce que pendant que François Hollande va bientôt prendre, la vieille politique va bientôt prendre la parole dans la vieille télévision, où ils connaissent les questions à l'avance. Nous, on ne savait même pas, jusqu'à il y a 2 heures, combien vous serez et qui serait là. Donc, vous m'excuserez si je fais quelques erreurs dans les commissions de chacun. Leïla, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous occupez notamment d'un poste assez important, c'est les déclarations en préfecture. Oui, en ce moment, ouais, depuis le 31 mars, je m'occupe de centraliser les déclarations en préfecture. Donc, participante de la... Sinon, jusqu'au 31 mars, en fait, j'étais co-référent de la commission logistique, animation, programmation. D'accord, donc on sait déjà que les référents des commissions tournent. Ça tourne. Ce qui est toujours une bonne chose. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes partie de la commission Convergence des luttes. C'est ça. Voilà, de la Nuit debout Paris. En face de vous, quelqu'un venu de Lyon. Bonjour. Donc, alors vous avez une commission aussi ou vous êtes juste... J'ai fait partie de la commission coordination, oui, et coordination terrain. Le but c'était de mettre les gens en relation, de récupérer les informations, de les faire passer et d'être certain que tout ce qui était de l'ordre organisationnel soit fait quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, je suis en train de passer la main, justement, parce qu'on veut vraiment essayer d'être dans un système horizontal, le plus horizontal possible, éviter d'avoir des meneurs, des leaders. Donc, on est en train de passer la main pour créer avoir des nouvelles personnes qui aient ces rôles-là. Je repasse à la Nuit debout Paris avec Yael. Bonjour. Bonjour, bonsoir, membre de la Bonsoir. commission internationale. Oui, tout à fait. C'est ça, et notamment le monde russophone, c'est ça? C'est assez précis. Donc, moi, je fais partie de la commission internationale, donc on tourne au niveau des tâches. Après, il se trouve que moi, je fais des études de russe et de relations internationales, donc je me spécialise plutôt sur le monde russophone. Effectivement, après, les tâches tournent et on prend en charge chacun à notre tour. Voilà. Et enfin, pour le moment, parce qu'on attend encore Jean-Baptiste Hérault du DAL, Faïma, vous êtes vous de Bonsoir de la commission banlieue. Banlieue. Je précise, pour ceux qui seraient tentés par la vieille télévision et la vieille politique, que nous avons un envoyé spécial qui, à la fin de ce plateau, vous racontera tout ce qui s'est dit et ce qui ne s'est pas dit d'ailleurs aussi sur France 2 au même moment. Mais peut-être que voilà, un premier élément pour comprendre les nuits debout, c'est, je le disais en introduction, on ne savait pas exactement combien vous seriez sur le plateau, qui viendrait. Par exemple, comment ça se décide ? Par exemple, à Paris. C'est vrai qu'il y a vraiment une grosse volonté d'être horizontale et de démocratie interne. D'ailleurs, je précise qu'aucun de nous n'est porte-parole du mouvement. On est des participants, mais on n'est pas les leaders, on n'est pas les représentants. Et en fait, c'est vrai que comme tout ce qui se décide sur la place de la République, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu le gros bazar. Tout se fait au coup par coup, au jour le jour. Moi, j'ai l'impression que depuis le 31 mars, il y a 3 mois qui se sont passés. Et pour les personnes qui sont... on a une commission média, et il y avait un gros débat dans le mouvement sur la participation ou pas au plateau télé. Pour l'instant, la position jusqu'à maintenant, c'est de ne pas participer au plateau télé. Donc il y a eu débat, là, est-ce qu'on va à Mediapart, est-ce qu'on n'y va pas c'est pas une télé, mais c'est un plateau, on va être filmé. On y va à un, et puis donc c'est pour ça qu'on est plusieurs. On s'est dit que le meilleur moyen... que c'était important d'être là, mais qu'en étant plusieurs, comme ça, il y avait moins de risques de personnalisation. Et puis l'idée qu'il y avait sur les plateaux télé, c'est que l'actualité se fait dans la rue. Et dès le début, il y a des invitations pour des grandes chaînes de télé et tout ça. L'intérêt, c'est quand même l'actualité, ça se fait là. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent venir, et que chaque personne qui parle voit au moins que derrière, il y a beaucoup de monde, et pour pas qu'il y ait d'isolement comme ça, quoi. Donc, On distingue vraiment 2 types de médias. Nous, c'est les médias justement qui vont venir sur place, interviewer des gens qui sont parmi la foule, ça ne pose aucun problème. On essaye quand même d'avoir quelques règles avec des personnes qui interviennent à plusieurs si possible. Et ce type de plateaux qui sont, dans notre cas, justement à Lyon, votés dans des commissions organisationnelles qui sont basées sur le consentement. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose de problématique, c'est-à-dire qu'au niveau de Paris, on n'a pas tiré au sort. Et donc forcément,
ceux qui vont se proposer, ça reste, j'imagine, des personnes qui peut-être, enfin moi j'ai pas d'expérience de plateau, c'est la première fois que je vais en plateau, mais j'imagine que je me sentais suffisamment à l'aise pour venir. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui ne se sentaient pas à l'aise et ces personnes du coup ne vont pas exprimer leur voix. Donc je pense que le tirage au sort est quelque part... Et c'est aussi pour ça qu'on commence à mettre en place des ateliers de média training, pour que n'importe qui puisse être en capacité d'aller parler à la radio, à la télé. Mais alors ça, j'imagine que c'est des choses qui ont été un peu élaborées en même temps que le mouvement évoluait lui-même. Est-ce que cette question du porte-parole-là, elle se repose aujourd'hui? Maintenant, ça fait 15 jours, le mouvement s'étend. J'imagine que vous avez des sollicitations de médias effectivement un peu différentes. Je précise quand même qu'on aurait bien fait cette émission-là sur la place de la République, mais que pour des questions techniques et financières, on ne pouvait pas la faire. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir. Si vous voulez venir place du Char, vous êtes les bienvenus à Lyon. D'accord. On vous invite. Donc En fait, le problème de fond qui se pose et qui s'est posé en arrière, et s'est posé chez les indignés, s'est posé dans les mouvements altermondialistes, c'est le problème du porte-parole et de la personnalisation. Parce que ce sont des mouvements qui n'ont pas une voix, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs objectifs, et chacun porte ses objectifs, et ces objectifs cohabitent. C'est différent d'une organisation où ils ont une ligne bien définie, et ils peuvent se permettre d'avoir un porte-parole. Du coup, le problème, il se pose à deux niveaux. Au niveau de la personnalisation, puisqu'on veut que ce soit horizontal, et au niveau de quelle voix la personne, de toute façon, elle peut porter. Alors que c'est plusieurs voix qui cohabitent. Donc c'est un problème qui... Alors là, je précise que Jean-Baptiste Hérault du DAL vient d'arriver. Mais ça, c'est notre problème. Oui, mais Babar, en ce moment, c'est le problème. C'est le problème qu'on a à l'intérieur du mouvement. C'est comment on va converger. Voilà. De toute façon, on est là pour converger. C'est un de nos objectifs. Donc, mais en attendant, Babar, je suis désolé. On a tiré les leçons de la lutte des indignés, tu vois, et je pense que. On avance, quoi. Justement, là, on va converger. Mais est-ce que c'est une question juste qui, en ce moment, se repose? Parce que moi, j'étais mardi à un débat entre l'anthropologue anarchiste David Graeber et Frédéric Lordon, qui refuse d'être le leader de ce mouvement sans leader, mais joue quand même un rôle de figure de fait de la place de la République. Et il disait, le porte-parole-là, s'il est mandaté, révocable et tournant, pourquoi pas? Est-ce que ça, c'est une ligne... Moi, je suis aussi pour ça. En fait, moi c'est pas mûr, hein? C'est pas mûr, mais ça se discute. La décision qui a été prise hier en AG de dire, bon, bah, chacun représente, enfin, personne ne représente Nuit debout. Non, on dit participant, il n'y a pas marqué... Deux, personne ne représente Nuit debout, 1. Et 2, mais chacun parle en son nom. Néanmoins, les militants qui sont autour de la table, les personnes qui sont autour de la table, sont des militants de Nuit debout. Hein. Donc, si tu veux, c'est une avancée par rapport au débat qu'il y avait il y a une semaine où c'était personne, on ne va pas sur les plateaux, etc. Donc là, il y a un plateau, bah, vous avez l'honneur, Mediapart, d'inaugurer le premier plateau de discussion avec des militants de Nuit debout. Bravo. C'est vrai que personne ne représente Nuit debout, mais en même temps, bah, du coup, tout le monde le représente. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on est là. Nous, on est là avant tout pour donner notre témoignage avec Cyril, qui est juste derrière dans le public, qui est de Lyon aussi, qui fait partie de la commission coordination. On représente avant tout notre voix. Après, on est là pour témoigner de ce qui se passe, on est là pour en parler. Nous, on n'a pas de problème avec le fait d'être présent ici, parce qu'aussi, c'est très simple, on n'a pas de ligne politique ou idéologique pour l'instant. Il n'y a pas eu ce genre de discussion, même si on fait de la politique concrètement. Il n'y a pas cette volonté d'aller vers ça pour l'instant. On n'a pas de ligne politique, mais on a des objectifs politiques. C'est le genre de choses dont on peut discuter, effectivement, débattre en AG. Non, on a des objectifs politiques. Alors, est-ce que vous pouvez élaborer? Parce que c'est vrai que des fois, la question posée, c'est quels sont les objectifs de cette Nuit debout? Les objectifs depuis le départ, ça veut dire depuis les objectifs qui ont été fixés, là tu me reprends, depuis le départ, ça veut dire depuis le 15 mars même, c'est déjà la première des choses, c'est de taper fort tous ensemble. On part d'un constat. Un constat, c'est que les luttes éparpillées, on n'a pas le rapport de force, et ça depuis 40 ans. Et c'est comment on fait pour leur faire peur et comment on fait pour avoir ce rapport de force. Et un des objectifs, c'est de faire converger toutes les luttes pour créer ce rapport de force. Déjà pour gagner sur la question qui est en ce moment sur la loi du travail. Et c'est une manière aussi de redonner confiance au mouvement ouvrier. Mais le mouvement ouvrier, il a besoin de se réunifier. C'est pour ça que la commission banlieue, elle joue aussi un rôle qui est important, puisqu'on sait très bien, 2005, il a parlé, qu'il y a une fracture au sein du mouvement ouvrier. Et cette fracture-là, c'est une fracture à l'intérieur de la classe ouvrière, qui est de mettre la majorité du mouvement ouvrier, mais de côté, et sur le banc du mouvement, les luttes dans les quartiers populaires, précisément parce que banlieue, ça veut tout dire et rien dire.
On va pas, moi, je précise sur les quartiers populaires. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Donc, c'est un objectif politique qu'on s'est fixé. Donc, il faut aussi, c'est important de le dire, parce que quand on parle de Nuit debout, on dirait que c'est des gens qui sortent, qui font la, sans objectif. Donc, on a des objectifs. C'est un des objectifs, parce qu'il y a un autre élément quand même qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, les classes moyennes sont attaquées. C'est pour ça qu'il y a le mouvement Nuit debout. Les classes moyennes sont attaquées aujourd'hui par la montée des inégalités massives, donc la précarisation du salariat, de la protection sociale, la montée des loyers, je sais pas quoi, tu vois. Et donc tout ça, ça amène forcément à une précarisation, un sentiment de précarisation des classes moyennes ou d'une partie des classes moyennes et qui sont en train de rejoindre le mouvement ouvrier qui est vachement fatigué, tu vois, qui a été divisé, qui a été torturé ces 20, 30 dernières années, je suis d'accord avec toi, ou 40 dernières années, et qui s'est fragilisé. Donc c'est ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça. C'est ce rapprochement qu'il doit y avoir, qui va se faire tranquillement, entre, je dirais, les 99%, tu vois, Oui. et les 1% les plus riches. Bon, au fond, c'est de ça qu'il s'agit. On parlait tout à l'heure de Convergence des luttes. C'est le site qui a été créé même avant même la première Nuit debout. Benjamin, vous faites partie justement de la commission Convergence des luttes. Qu'est-ce qui s'y passe dans une commission Convergence des luttes? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les débats en fait? Les débats, déjà, c'est de réunir des acteurs ensemble. Le premier truc, c'est de recréer un lien de confiance entre différents acteurs qui étaient aussi divisés. Les Nuits debout, c'était pas quelque chose de spontané. Faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de convergence déjà fait avant. Il y a eu des gens qui sont sortis de leur réseau habituel, qui sont sortis de leur organisation pour dire on va travailler ensemble pour fédérer ensemble un mouvement qui soit différent. La Convergence des luttes, elle était officiellement déjà celle d'ouvrir un espace et elle est physique. Avant tout, le premier objectif, je crois qu'il a été réussi dans le travail de préparation du 31 mars, c'était d'ouvrir un espace physique de convergence où les gens allaient se réunir, où ils allaient reprendre le dialogue ensemble. Et il y a le mouvement ouvrier. Moi, je viens de l'activisme écolo. Qui est présent aussi, il y a les intermittents spectacles, il y a le logement, et c'est fait la convergence. Aujourd'hui aussi, ce qu'on fait dans la commission, c'est faire en sorte que le soir, il y ait des acteurs qui viennent de lutte, parler en AG, expliquer leur lutte, parce qu'on n'est pas là pour réinventer l'eau tiède dans ces AG, réinventer tous les débats qu'il pourrait y avoir sur le logement ou autre. On est là pour faire converger à travers le partage des luttes, des méthodes, et avancer maintenant ensemble vers autre chose, quoi. Sauf que les AG, elles ne sont pas là que pour ça. Les gens, ils ne viennent pas que pour... C'est ça, quand tout à l'heure, je disais cohabiter, je vais préciser. Moi, c'est comment je vois les choses. Hein. Donc, quand même, il y a deux choses. Il y a les convergences des luttes. C'est un moyen pour arriver au changement. Notre objectif, c'est quand même, on est tous d'accord que la société, cette société-là, on n'en veut plus. Ce système-là, on n'en veut plus. On veut un autre système. On veut, peut-être pas système, mais on veut une autre société. Voilà. Et on se dit que tout est possible. Donc, et pour ça, on a deux moyens. Il y a un moyen, c'est la convergence des luttes. Et le deuxième moyen, c'est la démocratie. Ça veut dire, et là, du coup, il y a ces deux choses qui cohabitent pour l'instant. Ils ne se confrontent pas, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la manière dont les AG se passent, dont la démocratie se passe à l'intérieur. Non, on va dire les choses telles qu'elles sont. On ne va pas se cacher. On n'est pas dupes des uns des autres et on ne va pas se cacher les choses. Ça veut dire que c'est bien qu'on ne soit pas tous d'accord, parce que ça veut dire que Nuit debout, c'est vivant, quoi. C'est quelque chose de vivant et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Ils viennent parce que c'est... On est après, il y a eu les attentats, les trucs, comme il dit, la précarisation. On a un peu mal à la tête, là. Oui. On a un peu mal à la tête et il y a un petit air, on va dire un petit air, de liberté, un peu de liberté qui flotte, là, qui est en train d'arriver. Et ça, là, ça va mieux, là. D'un coup, on se sent mieux. Alors, je ne sais pas, vous, comment vous sentez les choses, mais moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Hein, Mais très clairement. là, vous avez parlé de convergence des luttes, c'est sûr que ça c'était important à la base, à l'origine, dans la volonté de lancer une première Nuit debout. Mais au-delà de ça, il y avait aussi la volonté de faire converger, enfin pour reprendre une expression moi que j'ai entendue par quelqu'un qui le disait en assemblée, la convergence des gens aussi. Et enfin à la base, à l'origine de cette initiative Nuit debout, c'est quand même le film Merci Patron. Où dans ce film-là, il y a toutes les salles où il est projeté, où c'est blindé. Et ça raconte quoi, le film Merci Patron? C'est des petits, un couple qui a été licencié par LVMH, qui arrive à gagner face à un gros. Et quand on a décidé de lancer la première Nuit debout, c'était bon, d'accord, on va se mettre tous ensemble, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe, on n'est pas déconnecté du mouvement social. Il y a une manif le 31 mars
contre la loi El Khomri, eh ben on rentre pas chez nous après la manif, on fait converger tous les gens qui sont en lutte, donc les mal logés, les intermittents, les agriculteurs, et aussi le but c'est pourquoi on a organisé une soirée où il y avait des concerts, des assemblées, des repas à prix libre, pour faire venir tous les gens qui se battaient pas forcément, qui n'étaient pas militants, mais juste qui se prennent des coups depuis des années, qui ont voté Hollande en disant que ce serait différent, qui étaient résignés. Et ces gens qui se sont mis debout, c'est tout ça. Et on n'est pas, il y a les assemblées. Alors le but, c'est justement, c'est pas de rester recroquevillé sur la place de la République. C'est important ce fonctionnement démocratique, toutes ces questions-là. Mais là maintenant, un des objectifs de base du mouvement aussi, c'est comment on fait converger tout ça, comment on agit au rythme du mouvement social et comment on sert à quelque chose, à faire changer ce système-là. Mais justement, et par rapport à ce que disait Benjamin sur le fait que c'était pas, si on passe en bus à côté de la République, on peut avoir l'impression que c'est spontané, mais en fait non, ça a été organisé, il a bien fallu le 31 mars, ne serait-ce que gérer des questions logistiques, et ça s'est fait effectivement autour de l'organisation de l'équipe de Merci Patron, à la base. En même temps, vous étiez, je crois, déjà à une réunion qui avait eu déjà la Bourse du Travail à la fin du mois de février. Ouais. Est-ce que ce noyau qui a un peu quand même organisé ça, parce que c'est pas du spontanéisme, aujourd'hui, il a quel rôle? En fait, dès le départ, après, comme vous le disiez, dès le départ, en fait, quand on s'est réunis, quand on a lancé le mot d'ordre, on rentre pas chez nous après la manif du 31. Donc là, c'est constitué un espèce de petit comité de pilotage. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut d'abord prendre le problème par le bout, on cherche à savoir qu'est-ce qui nous réunit, faire une espèce de plateforme, un tract commun avec des revendications. Vite fait, on s'est dit, non, c'est pas à nous de faire ça, on va juste créer les moyens qu'il y ait le démarrage de quelque chose. Et s'occuper uniquement des questions logistiques, faire en sorte qu'il y ait une assemblée, que les gens discutent, qu'il y ait un concert, qu'il y ait de la bouffe, tout ça. Et là, depuis, franchement, sinon, moi j'ai un boulot à temps plein à côté. Depuis, il y a plein de gens qui ont débarqué le soir du 31, des milliers de personnes. Le lendemain, après qu'on soit fait dégager par les flics à 5h30 du matin, les gens, ils sont revenus, le surlendemain, pareil. Et là, il y a plein de... je veux dire, Yael, par exemple... Ils sont revenus, la troisième fois, ils ont été repoussés. Ils sont revenus, ils ont pris des responsabilités, ils sont repartis sans avoir fait leur base d'œuvre. Donc, du coup, justement, vous avez rejoint le mouvement voilà, en cours. Justement, j'allais dire, c'est vrai qu'ici, je pense que... Ma parole est peut-être un peu différente de la vôtre, parce que précisément, moi, je suis arrivée dans le mouvement il y a à peine 2 semaines, donc le dimanche, je ne sais plus, je crois que c'était le 3 avril. Et c'est vrai que j'avais pas du tout connaissance de l'organisation et des personnes qui avaient organisé ce mouvement avant. La convergence des luttes, j'en ai entendu parler le jour même, le 31. Moi, j'étais active sur ma fac, donc contre la loi travail. On a formé un comité de mobilisation. Donc moi, c'était vraiment à la base contre cette loi. Après, bien évidemment, quelque part, j'attendais un mouvement un peu plus ample depuis bien longtemps. Mais je pense que du coup, par rapport aux personnes qui étaient là avant le 31 et qui ont fait un énorme travail pour le 31, pour organiser le 31, je pense que maintenant, il y a aussi plein de nouveaux arrivants qui arrivent avec plein d'idées nouvelles et qui... je pense, pour la plupart, sont tout à fait d'accord avec la convergence des luttes. Mais je pense qu'on arrive chacun avec nos perspectives. Et par exemple, moi, je suis dans la commission internationale et j'imagine que j'ai une perspective très internationale. Et je vois les choses peut-être moins en termes de système. Enfin, tu as pas mal parlé de la démocratie. Ouais, j'imagine. Mais interpopulation, donc c'est pas parce qu'on n'est pas non plus dans des trucs bien fermés. Moi, personnellement, les quartiers populaires, ça me touche parce que je suis issu des quartiers populaires et parce que je sais très bien qu'un mouvement, à chaque fois, il y a des loupés avec... moi, je dis que ce sont les plus exploités parmi les exploités. Donc les plus opprimés parmi les exploités. Et on sait très bien que cette place-là, déjà, personnellement, même nous, qu'on est de l'intérieur, on a du mal à faire bouger les nôtres parce qu'il y a une réticence, il y a une mémoire, il y a une histoire qui fait qu'on est pour la plupart réticents d'aller au milieu de la place avec les autres. Il y a la peur de la récupération. Hier, on était à Romainville, dans un quartier HLM, qui doit être démoli, tu vois. Parce qu'il y a le métro qui va arriver, c'est le quartier Gagarine, il y a le métro qui doit arriver, donc ils ont décidé de détruire la cité. Or, les gens, ils sont bien. Ils sont bien, tu as des gens qui vivent là-bas depuis 50 ans, tu as des blancs, des blacks, des beurs et tout, c'est bien mélangé. Et ils disent, nous, mais on est dans notre cité, pourquoi on nous vire? Ça fait 40 ans qu'on se fait chier avec le bus, et au moment où le métro arrive, on nous dégage pour installer Bouygues. Ouais, comme ils ont fait à Lutte. Bon, voilà, donc les locataires, là, ils sont mobilisés.
ils sont mobilisés globalement, en général, ils sont inquiets parce qu'il est en train de leur arriver sur la figure, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans d'autres quartiers, donc ils commencent à réfléchir à la question. Mais le premier truc qu'ils ont fait, hier, ça a été de s'organiser pour dénoncer la coupure d'électricité, enfin pas les coupures, mais la coupure du chauffage qui marche mal, les ascenseurs qui dysfonctionnent, etc. Donc on a été les rejoindre. Les familles du DAL, bon, parce qu'on connaît, c'est DAL HLM, quoi, donc on est en relation avec eux. Et puis, surtout, les Nuits debout. Les Nuits debout sont montées. Tu vois, il y a une quarantaine de personnes qui ont suivi. Et donc, ça, t'imagines pas, le bailleur social, il est pétoche, hein. Je peux te dire, il a d'un coup, on sent qu'il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place au niveau, enfin, qu'on pourrait franchement démultiplier et qui permettrait de donner une, tu vois, de remettre justement en selle la solidarité entre guillemets les classes moyennes, tu vois, et les classes populaires, pour leur redonner, tu vois, la volonté, le courage de se mobiliser, tout simplement, contre l'oppression. Et c'est ça, au fond, qui est en train de... Moi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite, tu vois. C'est ce qu'on souhaite qu'il se dégage du mouvement. Est-ce que c'est en train de se faire, ou est-ce que pour que ça se fasse, le il faut encore d'autres modes d'organisation? Est-ce que vous avez ce sentiment qu'au bout de 15 jours... il faut, parce que justement il y a plus de monde, parce qu'il y a plus de lieux, il faut passer à d'autres types d'organisations ou pas du tout? Ça peut continuer finalement avec sa force initiale. Déjà, je pense qu'il ne faut pas brusquer les choses. Enfin, déjà, vraiment, au tout début, on avait déposé une déclaration pour 3 jours sur les conseils du DAL, qui est à l'expérience des campements en place de la République. Mais c'était vraiment au cas où. Et vu la météo, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça dure 3 jours. Là, aujourd'hui, on est le 45 mars. Ça fait 15 jours. On a été dépassé. Ça fait 15 jours que ça dure. Du bonheur. Alors, le truc, c'est qu'on hallucine. Enfin, on est tous. Enfin, jamais dans nos meilleurs rêves, on aurait imaginé que ça se passe comme ça, que les gens reviennent tous les jours, qu'il y ait 50 villes qui fassent la même chose, même à l'étranger. Enfin, c'est en banlieue en ce moment. Donc, il faut pas brusquer les choses, je pense, mais il faut pas aussi. Enfin, au départ, il y avait la crainte d'un ralentissement du mouvement. Apparemment, c'est pas le cas. Mais je pense qu'aussi, il faut se poser la question de pas justement se regarder le nombril et continuer à élargir le mouvement, à le développer dans tous les sens du terme. Comme il y a 5 Nuits debout parisiennes et 1 Nuit debout Lyon, donc là je vais lui donner la parole. Concrètement, vous, comment vous avez participé? Enfin, à quel moment à Lyon vous vous êtes dit ça? Est-ce que vous aviez un parcours politique avant? Enfin, comment vous avez fait? Moi, je préfère justement parler des Nuits debout Lyon, qui n'ont pas tout à fait le même contexte que ce qui se passe à Paris. Déjà, on est plus jeunes. On a commencé en même temps, justement, le jeudi 31 mars, mais on a un contexte de répression policière qui est assez important, avec un préfet qui est intraitable et qui, pendant plusieurs jours, nous a empêchés de nous installer. On a eu un premier échec, un semi-échec réussite, place Colbert, où des gens puissent commencer à se rassembler et ont pu aller partir justement sur la vue panoramique en haut de la Croix-Rousse, en haut de la montée de la Grande Côte. Et là, une première AG a voté le fait d'occuper une place le mardi suivant, le mardi donc le 5, et l'objectif était de pouvoir occuper la place Mazagran. Le préfet, lui, s'est invité, a été présent justement sur la place avec des gendarmes mobiles et nous a interdit l'accès sur cette place. On a quand même pu se réunir sous un pont. Debout, quoi. C'était, voilà, tout le monde était debout, mais pas sur la place, c'est un peu dommage. Il y avait pourtant 450 personnes, plus de 450 personnes qui étaient présentes et qui voulaient se réunir. Ensuite, on s'est retrouvés sous un pont. Là, on a pu former des premières AG, en quelque sorte, une vraie AG qu'on a pu faire, une assemblée générale qui a voté 2 choses, qui a déjà retoqué le fait d'occuper un espace culturel emblématique de Lyon, et ensuite qui a décidé qu'à partir du 9 avril, on pouvait enfin occuper la place Mazagran. Cette fois, on a fait la déclaration préfectorale de manière correcte, on a pu obtenir le lieu, on a pu avoir accès à une agora. Le mouvement est beaucoup plus jeune, il se retrouve clairement dans la convergence des luttes. Un exemple, par exemple, on a une commission féminisme qui travaille sur l'accaparement de la parole par les hommes blancs. C'est un problème qu'on rencontre beaucoup au niveau des assemblées. Et aussi, on va se retrouver dans des valeurs comme l'éducation populaire, le fait d'avoir une libération de parole, c'est très important pour nous, et aussi le fait d'être un laboratoire démocratique. On est en train de se réapproprier, on est en train de réapprendre justement la démocratie. Pour l'instant, il se dégage clairement l'envie de ne pas avoir de ligne politique, idéologique claire. Pour nous, chaque soir, chaque journée, justement, chaque nuit debout, est de l'occasion d'avoir de nouveau une nouvelle AG, une nouvelle assemblée. Ça, cette idée qu'il n'y a pas de ligne politique, vous comprenez que c'est et une force et sans doute un obstacle. C'est un risque, mais c'est intéressant que vous parliez de
continuité, alors qu'en fait, chaque nuit est nouvelle. Nous, on les recrée à chaque fois. On a une commission de programmation, une commission de déroulé du débat qui permet à n'importe quelle personne qui passe, qui a envie de participer à ça. Le modèle des 1001 nuits, quoi. C'est un petit peu l'idée, mais ça fonctionne en tout cas. L'idée, c'est pour l'instant, c'est de faire la libération de parole. On pense que si on commence à avoir des chefs, des personnes qui émergeraient, et justement une structure trop épaisse, trop lourde, on tuerait le mouvement et on l'épuiserait plus rapidement. Donc l'idée, c'est de le renouveler à chaque fois, de permettre au maximum de personnes de pouvoir prendre la parole. Peut-être qu'on partira vers ce genre de choses, des lignes politiques plus claires. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à expérimenter la démocratie. Sur l'organisation, la question, je pense que c'est une erreur de poser pourquoi est-ce que vous n'êtes pas organisé? Parce que les gens qui sont venus sortent d'organisation. Il y a des profils de gens qui sont militants, qui sont dans des associations, des syndicats, des partis, et ils en ressortent. Ils en ont marre de l'organisation. La verticalité d'une organisation qui vous dit, voilà, vous allez sortir tel jour manifester, mais aujourd'hui, on ne va pas sortir manifester. On a des syndicalistes qui nous disent, moi, je ne comprends pas, on aurait dû être beaucoup plus nombreux, mais en fait, ça n'a pas été appelé vraiment à se mobiliser ou autre. Et il y a la spontanéité qui existe chaque jour dans les actions. Il y a des manifs sauvages qui partent. Il n'y a pas de contrôle de ça. Et il y a des actions, il y a vraiment du concret, des choses qui partent comme ça, on est d'accord. Il y a 300, 500, 1000 personnes. Première action concrète qui part de la place, c'est des migrants qui se font évacuer de sous le pont à Stalingrad, à Paris. Le mot d'ordre passe, il y a 500 personnes qui partent d'un coup bille en tête, qui s'installent avec eux, qui chassent les CRS et qui restent la nuit à discuter avec eux. Voilà, c'est concret. Si on avait dû avoir une organisation, voter, décider, référer, voir le porte-parole et tout ça, ça ne serait jamais arrivé. Donc il y a aussi ça dans le mouvement, où il y a un peu un ras-le-bol de l'organisationnel. Qu'on nous dise tel jour vous allez marcher au pas à telle manifestation, et c'était ça aussi, on ne rentrera pas chez nous, c'est les manifs qui font 14h, 17h, Bastille, Nation. Tournez manège. Ça va, c'est un peu fini aussi. Et il y a ce débordement-là qui se fait aussi par le bas, quoi. Nous, c'est pareil, on cherche toujours cet équilibre entre spontanéité et quand même un peu d'organisation pour que, matériellement parlant, la nuit debout ait lieu. Tout ça se fait pas sans objectif. Ouais, mais Nuit debout, elle s'inscrit quand même dans le mouvement social général. Oui. Faut pas tu vois, on a besoin quand même de gagner la lutte, le retrait de la loi travail. Donc si tu veux, on s'inscrit là, ça fait pas. Est-ce que vous vous posez, et si oui, comment, la question de l'efficacité? Est-ce qu'elle se mesure et est-ce qu'il faut la mesurer? Il faut la mesurer. C'est assez capitaliste comme... D'ailleurs, la commission... Je suis d'accord. La commission banlieue, elle est partie à partir d'un constat. C'était de dire, voilà, il y a... moi, personnellement, j'ai fait partie du mouvement des indignés, en plus d'être dans les quartiers. C'est de dire, voilà, il y a eu les indignés, il y a eu des bonnes choses de fait et il y a eu des échecs. Et il faut en tenir compte, et la mémoire, c'est ça. C'est là où ils ont gagné les Espagnols sur la place del Sol. Nous, ici à Paris, on a perdu sur cette question-là. C'est qu'en Espagne, ils ont anticipé sur les mécanismes d'enfermement. Parce qu'on a les dominants, le gouvernement, ils savent s'y faire pour quand il y a des occupations de place, à un moment donné, ça se ferme sur soi-même, ça devient un panier à crabes. Et les Espagnols, attends, laisse-moi finir. Les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de la place et ils ont fait dans chaque quartier, chaque ville, et c'était démocratie, action, AG, action, action, AG. Voilà. Et un peu en convergeant un peu les luttes. Et oui, c'est ce qu'on fait. Mais c'est à partir de là que la commission banlieue s'est mise en place pour sortir. Non, c'était pour répondre. Attends, Babar, il a posé une question au départ. Je suis quand même. Alors, je précise que Babar je sors de mes heures. Je suis femme de ménage. Jean-Baptiste Ayrault, pour les rares spectateurs qui ne le sauraient pas. Voilà. C'est ainsi qu'il est connu dans tous les mouvements sociaux depuis au moins 30 ans. Là, je suis femme de ménage. Je sors de 8 heures de travail. Mais je suis. Donc voilà, je précise. Donc je suis. Donc il a posé une question. Il a dit, est-ce que comment vous allez faire est-ce que vous pensez à la continuité ou à l'essoufflement? Et à partir de là, on y a pensé. On y pense tous les jours. Et comme lui, il dit, chaque jour est un nouveau jour. Donc on ne se met pas des barrières non plus, mais on y pense quand même. Ce n'est pas un mouvement comme certains qui croient qu'on fait olé, olé, olé. Non, on réfléchit, on pense à des stratégies, on pense à des tactiques. Tout ça, c'est penser. On est profondément politique, même si on est apartisan. Mais on est profondément politique et on réfléchit. J'ai une question. Oui, donc un leader. Alors leader, ça faut évacuer cette question, hein, c'est clair. Tu vois. On l'a même pas posé. Un peu quand même, hein, c'est revenu. Bon. Et après l'autre aspect, c'est la question effectivement de l'appartenance à une organisation politique. C'est une évidence. Donc bon, et je pense que l'autre aspect, c'est bon, l'avenir. Franchement, il n'est pas
très intéressant, enfin celui que nous dessine le système néolibéral ou capitaliste, tout ce qu'on voudra, il est mortel, quoi. Donc forcément, il y a un peu de réflexion autour de ces questions, et c'est ce qui a ramené les gens, les hommes, les femmes qui sont venus sur la place de la République, parce que... ras-le-bol. Ouais, parce que... Et puis aussi une angoisse. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a une angoisse qui se pose dans la tête des gens, tu vois, les attentats, les réformes régressives, l'état d'urgence, tu vois, après, tu as l'état d'urgence... Il y a toujours lieu d'ailleurs. Hein. Ouais, on est toujours dans l'état d'urgence. Mais bon, attention, là, on peut dire qu'ils font... Enfin, moi, à mon sens, hein, ils ont une police qui est très mobilisée, bon, donc qui essaye de réprimer. Ils arrivent un peu, mais pas trop. Hein. Et puis, il y a un rapport de force qui est établi. Ça dépend en quelle ville, la répression policière. Hein, nous, depuis jeudi 31 mars, après la manifestation contre la loi travail, qui finalement a dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et créer un petit peu les nuits debout, nous, on a eu le droit au canon à eau, on a eu le droit au gaz lacrymogène, on a eu le droit aux charges des CRS, à une dispersion très violente. Ça a bien gazé aujourd'hui aussi. Justement, Leïla, vous déposez les demandes d'autorisation à la préfecture avec le DAL. Comment ça se passe là? Vous sentez qu'ils en ont un peu marre là, ou pour l'instant ils sont plutôt cool ou... C'est quoi vos rapports avec les autorités? Déjà, en France, c'est l'état d'urgence, tout ça, mais il y a le droit de se rassembler, le droit de manifester, c'est un droit. Et souvent, on explique qu'on ne demande pas l'autorisation à la préfecture. On déclare. Donc, effectivement... C'est une procédure administrative qu'ils ne peuvent pas refuser. Après, éventuellement, le préfet peut empêcher ce rassemblement, mais c'est juste une procédure. Contrairement au début, vous n'avez plus le droit de construire en dur. Non, mais on n'a jamais eu le droit de construire en dur. Il y a eu la marmite renversée par les flics. Oui, non, mais ça, c'est encore une autre histoire. Le mec, il va être... Alors, la préfecture de police nous a dit il va être sanctionné. Donc, on attend de savoir. Il y a une commission pour suivre la sanction. Oui, mais le régime des manifs en France, c'est un régime déclaratif. À partir du moment où tu es soumis à une autorisation, tu n'es plus dans une entre guillemets, démocratie. C'est-à-dire qu'après, non, je ne vous autorise pas. Oh non, vous allez passer par là. Ou bien, non, pas aujourd'hui parce qu'il y a un problème et je ne sais pas quoi. Donc, je veux dire, c'est ce qu'on a dans un certain nombre de pays. Et c'est clair que le régime de l'autorisation, c'est plus, entre guillemets, la démocratie. Donc, déclaration, on déclare. Après, ils peuvent nous l'interdire. Mais en tout cas, on déclare une manifestation. On a l'obligation de déclarer. Bon, voilà. On ne le fait pas toujours. Mais on a l'obligation de le déclarer, en principe, selon la loi. Donc, on l'a fait, place de la République, chaque jour, depuis le début du mouvement. Mais on sent bien qu'il y a une question aussi de rapport de force avec la préfecture. Parce que c'est vrai que même si on les écoutait, ce droit-là de manifester, de se rassembler, il serait vachement réduit. Il y a quelques jours, on a reçu un courrier de la préfecture, les déclarants, où ils nous demandaient de fouiller les sacs. De fouiller les sacs des gens qui venaient sur la place de la République. Mais eux-mêmes là, comme disait Babar, comme a dit Babar à la préfecture, c'est comme si on demandait à la CGT, dans les manifs du samedi après-midi, parce qu'ils sont déclarants, de fouiller les sacs de tous les manifestants. J'aimerais bien avoir le point de vue d'Yael là-dessus, parce que comme vous êtes une par jeune militante... exemple, la différence avec Lyon, c'est qu'à Paris, ils sont un petit peu plus subtils. Ils se rendent compte que les caméras sont un peu plus... Enfin, je pense, j'imagine, ils se rendent compte sûrement que les caméras sont un peu plus tournées sur la capitale. Et ils ne peuvent pas se permettre en fait, de gazer toute la place et de virer tout le monde. Donc ils utilisent des moyens un petit peu plus subtils. Les policiers sont parfois en civil. Puis ils essaient de nous barrer le chemin, de disperser les manifestants. Même ça va être dans le texte qu'ils ont renvoyé, que j'ai lu aussi, ils ont été assez subtils. Les attentats, on parle un petit peu des attentats. Alors on sait que effectivement, il y a eu des attentats, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se rassembler et s'exprimer. Justement, sur la place où on s'était rassemblés après les attentats, en pleurant. Et là, on se rassemble sur cette place pour construire, pour échanger, pour rire, écouter de la musique, construire de l'espoir. C'est quand même un beau pied de nez. C'était ça, debout, c'était le social, mais il y avait aussi ce sentiment-là de se relever de tous ces attentats, de la violence, de ce qu'on nous impose et de ne pas rester à genoux face à ça. Et c'est le même esprit encore, à mon avis, qui était celui du 11 janvier l'année dernière. Comment il est né ce nom, Nuit debout? Comment il a été choisi? En fait, au départ, on avait pensé à... au départ, donc c'était « On ne rentre pas chez nous après le 31 mars », le mot d'ordre. Il a fallu trouver vite fait un site internet, c'est pour ça qu'on a trouvé Convergence des luttes, mais vite fait. Et après, on a pensé, parce qu'il y a les nuits blanches qui sont organisées par la mairie de Paris, on s'est dit, tiens, on va faire une nuit rouge. Et en fait, je crois que c'est Lordon qui nous a dit, ouais, mais nuit rouge, attention, l'objectif, c'est pas de se retrouver entre nous, entre militants, mais c'est vraiment de faire quelque chose de massif, de s'élargir. Et attention au vocabulaire trop
mouvement ouvrier, gauchiste. Donc on s'est dit, bah tiens, en référence à la phrase de la Boétie, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, bah, on a décidé d'appeler ça la nuit debout. C'est bien. Mais il faut rappeler que nous, le 31 mars, on est venu aussi parce que c'était la fin de la trêve hivernale pour le DAL. Et donc la fin de la trêve hivernale, début des expulsions locatives. Bon, et donc on a décidé d'agir ensemble aussi pour ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en fait sur la place. Donc on a communiqué notre connaissance justement du système déclaratif de manif, parce qu'on occupe la place de la République souvent, nous. Et parce qu'aussi on a fait condamner la préfecture de police qui avait décidé de nous interdire de manifester place de la République en 2013. Donc cette petite jurisprudence nous permet aussi... Bon, donc elle a aidé un peu au début du mouvement, au fond, hein, c'est ça, ça a permis de lancer le mouvement. Donc c'est cette question de la liberté de manifester qui est posée, le droit de manifester, et on peut dire qu'il y a une division, enfin il y a une contradiction au sein du pouvoir actuel sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a les faucons qui aimeraient bien nous taper dessus, et puis bon, les colombes qui se sont dit, oh là, doucement, faut pas on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il y a comme ça une contradiction qui est intéressante et qui permet justement d'amener à cette, je dirais, à ces convergences, hein, des luttes, des mouvements sociaux et des opprimés, des classes, des différentes classes, enfin, on va dire un champ assez large au fond et un courant de sympathie important. Moi, ce qui me semblait, c'est qu'au début, on a senti comme une bienveillance, on était un peu surpris, bienveillance médiatique, bienveillance politique dans tout ça. Et une amie me disait, je trouvais ça bien résumé, c'est la bienveillance durera tant que certaines personnes pensent pouvoir récupérer le mouvement encore, tant qu'il soit encore contrôlable. Et peut-être qu'à un moment donné, quand il aura vraiment pris une amplitude et qu'on sera dans justement le non contrôlable parce que spontanéité, parce que regroupement de personnes qui ne sont pas censées être ensemble et autres, on verra peut-être les lignes changer pour ça. Et nous, on dit, voilà, on n'est pas les indignés. On entend souvent aussi, si on peut répéter le mot, on n'est pas les indignés. Ce n'est pas un mouvement des indignés. Ce n'est pas les indignés d'Espagne. On est déjà dans une autre phase. On est révoltés, clairement. Et là, il y a une percussion de tous les agendas les aussi. On n'était pas révoltés. Est-ce que je n'ai pas l'air d'une révoltée? Mais c'est pas... Non, mais... Pourquoi on n'est pas... la question, c'est pas d'être indigné, pas indigné, révolté, pas révolté. Non, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Oui, mais c'est toi qui l'as choisi, c'est pas toi. D'ailleurs, à Paris, le truc, c'est réelle démocratie maintenant. Voilà. On nous a appelés les indignés. On nous a appelés les indignés. Voilà, mais dans les indignés, il y a de tout, quoi. Oui, mais non, mais il faut arrêter de stigmatiser. Déjà, entre nous, il faut arrêter de se... Et moi, je dis que c'est une... De toute façon, les luttes, on ne sort pas de n'importe où et on ne va pas n'importe où. On a une mémoire des luttes. Moi, personnellement, je viens d'une mémoire de lutte anticoloniale. Hein, c'est mon histoire, je la porte. Enfin, l'histoire de ma famille, de mes parents, et que je porte en moi. Après, il y a l'histoire de 73, la lutte du mouvement des travailleurs arabes. On a la lutte de nos parents pour les foyers, pour les logements. Il y a la lutte de la marche de l'égalité. Il y a la lutte du mouvement ouvrier. Il y a 95, les retraites. Mais tu vois, regardez, Faïma. Non, mais il faut arrêter de stigmatiser. Mais Faïma, c'est différent. Déjà 2011, on était dans un contexte de révolution arabe. Non, mais ça me saoule un peu, quoi. On stigmatise autrement. Il faut parler en termes de lutte et en termes de mémoire de lutte. Déjà là, on va se voir notre chemin. Il y en a un destin. Comme quoi, il y a du débat. Il y a du débat. Peut-être que ça, ce débat. Ça bouge. Mais non, mais Faïma, après, tu peux pas dire. La tentative de copier-coller le mouvement des indignés il y a 3-4 ans, de faire la même chose qu'il y avait à la Puerta del Sol. Je me rappelle, moi, j'étais allée à Bastille où c'était limite du mimétisme, mais vraiment, enfin, ça marche pas. Le copier-coller, ça marche pas. Et moi, j'ai aussi flippé au début, les premiers jours, quand en direct, les médias nous ont comparé au mouvement des indignés. Je me suis dit, oulala, attention, il y a personne encore, il y a personne qui dormait sur place. Et puis c'est différent. Enfin, on peut pas. Il y a 5 ans, on a tiré le son des luttes, on a tiré le son des indignés. Et puis nous, il y a un mouvement social, on est en lien, on n'est pas déconnecté avec le mouvement social contre la loi El Khomri. Enfin, on est dans une période où on sort de 4 ans de gouvernement socialiste qui nous fait la même chose que celui qu'on avait juste avant. Enfin, c'est. Non mais attends, on dit la même chose. Là, on dit la même chose. Moi, je dis juste qu'il faut pas stigmatiser et que les luttes, elles ont une suite et que la
la mémoire des luttes, on doit la garder. C'est ça que je dis. C'est Non, mais 2011, et on va construire l'avenir ensemble. 2011, c'était pas le même contexte. Troisième plateau, donc Tout le on monde dit va pas la poser Là, on est en maintenant. 2016. Donc, Juste c'est ça. Faïma, Oui, bah oui. parce on va se diriger lentement vers la fin de cette émission, mais on a encore un peu de temps. Mais bien sûr, mais alors justement, parce que là, Leïla a fait comme ça, Faïma vous a fait comme ça. Vous avez bien vu que dans les gens qui sont passés sur la place de la République ou dans d'autres endroits ont souvent un peu résumé les Nuits debout à ces AG avec ces prises de parole et ces signes particuliers. Ça, c'est pour dire l'accord, ça, c'est pour dire c'est déjà dit, ça, c'est pour dire remarques sexistes. Enfin, voilà, un peu un folklore c'était des signes qui existaient déjà dans l'altermondialisme, mais a aussi ressurgi du coup une vraie question derrière, notamment qui avait été posée par un article de Thomas Frank dans Le Monde diplomatique à propos du mouvement Occupy, disant au fond ce mouvement est tombé amoureux de lui-même, amoureux de ses formes, qui effectivement laissent parler, respectent la parité, tentent de faire émerger de nouvelles voix. Alors c'est un peu injuste si on regarde l'histoire de Occupy, parce qu'à la fois la candidature Sanders est sans doute liée à un mouvement souterrain d'Occupy. Il y a eu des formes spécifiques d'Occupy comme la grève des dettes qui était impensable pour des non précaires. Donc au-delà du texte lui-même de Thomas Frank, est-ce que cette idée que ce mouvement peut-être pourrait tomber amoureux de lui-même vous semble un vrai danger? Mais effectivement, mais c'est tellement fragile. Non, mais moi je veux pas justement que ça se passe comme ça, mais on sait pas ce qui se passe, on est dépassé, on se sent tout petit, et c'est un risque. C'est sûr que c'est un risque, mais il faudrait surtout pas que ça se transforme en espèce de psychanalyse collective en plein air géante. Et justement, en restant, en se regardant le nombril, avec notre folklore. Mais même si ça l'est, je trouve que c'est important. En fait, il y a aussi des personnes qui expriment des choses, il y a un enthousiasme. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, personnellement. Ouais. Et je pense que, quelque part, un système qui suscite l'adhésion, c'est aussi un système qui est amoureux de lui-même, d'une certaine manière. Et je pense que, quand on n'est plus amoureux d'un système, c'est aussi là que ça s'effondre. Il faut un petit peu de joie dans ce qu'on partage, et il faut aussi des symboles, je pense. Marcher sur les deux jambes. Moi, je rajouterais un caractère, mais qu'on peut retrouver dans d'autres mouvements, mais il y aura forcément une liaison avec les luttes, d'abord les luttes sociales. Donc, il y a quand même une articulation très claire. D'ailleurs, les syndicalistes, il y a beaucoup de syndicalistes qui sont là. Dimanche, je pense qu'il y aura aussi ça va parler aussi sur ces sujets-là. C'est l'articulation avec le mouvement social contre la loi travail, 1. Et 2, après, sur la vie quotidienne, sur l'action quotidienne, des actions qui partent dans différentes directions, qui sont en train de se constituer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les commissions. Et le mouvement, il commence à prendre de la chair. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'un mouvement qui était un peu suspendu, où est-ce qu'on va, etc. Justement, grâce à ce processus d'assemblée générale, de discussion, de mise en route de chaque personne qui dit « Allez, moi, je vais parler », etc., et d'adhésion collective et tout, on a un mouvement qui commence à prendre de la chair. On a les commissions sur différents sujets qui sont en train de se multiplier, de foisonner, même d'une certaine façon, et qui débouchent aussi sur des actions concrètes. Tu vois, comme hier, je te dis, quand on était à Romainville, dans cette cité HLM où normalement personne ne vient. On a été. Et franchement, ils ont envie de faire une nuit debout là-bas. Alors il y a Cyril qui vient aussi de Lyon, qui a un micro-main, qui est là un peu caché, donc je ne sais pas si on va pouvoir le filmer, mais qui va parler. C'est pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une question qui se pose pour nous à Lyon et qui a l'air de se poser aussi à Paris pour vous. C'est pour la suite. Est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'il y a des choses de l'ordre d'un programme qui va se déposer, des revendications ou des choses claires qui vont se déposer, ou est-ce que ça va rester une sorte d'espace ouvert, la fabrication d'un espace ouvert de contre-pouvoir, où plein d'initiatives à l'intérieur sont possibles. Mais moi, je trouve aussi que c'est une force qu'il n'y ait pas vraiment d'identité Nuit debout, qu'il n'y ait pas d'étiquette Nuit debout, que ça soit un cadre ouvert à beaucoup d'initiatives, à beaucoup d'actions. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Lyon, à beaucoup de revendications possibles. Mais j'ai l'impression que dès qu'on va mettre une étiquette ou un cadre, on sera plus facilement cassable par le pouvoir, pris par le pouvoir. J'ai l'impression que la force de ce mouvement, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de drapeau. Voilà. Mais même si en ce moment, on a vu ça, on a vu que tous les leaders, beaucoup de leaders, pas tous, mais beaucoup de leaders des mouvements sociaux sont passés en politique à un moment donné, ont été poum. Est-ce qu'il y a
est-ce qu'avoir un programme, une identité vraiment précise, ça va pas fermer la porte à des gens? Pas trop me faites pas trop confiance. J'irai pas en politique, ça vous pouvez en être sûr. Mais c'est une vraie question. Quelle identité on donne au mouvement? Est-ce qu'à un moment, ça peut pas fermer plein de portes de donner une identité très précise? Nous, c'est une question qui se pose. Il y en a qui veulent écrire un programme précis. Il y en a d'autres qui veulent dire restons un espace libre de contre-pouvoir, permettant énormément d'initiatives, une convergence qui va nous dépasser. C'est en débat. Puis, ça fait plaisir d'avoir autant d'espoir. On existe depuis 15 jours et on nous demande d'apporter les solutions à tout, surtout, d'avoir réponse à tout. C'est vrai qu'on a beaucoup de cerveaux ensemble qui fonctionnent. Là, ça tourne à l'île, mais... Pourquoi on existe depuis 15 jours? On s'est retrouvés depuis 15 jours, mais on existe depuis toujours. C'est ça. Et le meilleur moyen de ne pas tomber amoureux de soi-même, c'est tout simplement d'agréger de plus en plus de personnes, d'aller chercher les travailleurs, d'aller chercher les personnes en banlieue, de leur proposer peut-être de faire la même chose aussi s'ils le souhaitent. L'idée, c'est de pouvoir grandir, changer et se remettre en question. C'est parti dans les banlieues. Rien que la banlieue parisienne, tu as Ivry, hier ils étaient 300 et ce soir ils reconduisent. Tu as Saint-Denis qui ils étaient 350 hier soir. Il y a des Lilas aujourd'hui. Mais là, tu es à Paris, on parle de Paris. C'est pas mal, à Paris, il y a 8 banlieues aujourd'hui. 8 banlieues, 8. Je sais que vous êtes 5 sur le plateau de Paris, mais il y a aussi Lyon, il y a d'autres villes. Il y a 35 villes maintenant en France qui justement font l'angle debout. C'est pas des banlieues, du coup, là, c'est dans les régions. Je vais laisser parler Yael, Commission internationale. Je demande à Yael au niveau international. On prend encore un petit peu plus de hauteur. Comment ça se passe? C'est quoi les retours? Et justement, je reviens sur ce qu'on a dit depuis tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait des pratiques qui se transmettent. Je trouve que justement les liens qu'on crée à l'international, c'est justement ça, on partage du savoir-faire, on partage des compétences. Et ce qui s'est passé à Occupy Wall Street ou en Espagne, c'est des choses qui nous sont transmises, on rencontre des gens qui ont eu une expérience. Et moi, par exemple, pour le moment, c'est ma première expérience militante vraiment sur le terrain. Et c'est vrai que j'apprends tous les jours, quoi. J'apprends tous les jours avec des gens qui ont eu telle ou telle expérience. Et je pense que les choses, elles se retransmettent. Et effectivement, il y a une réactivation aussi. Des gens qui ont une mémoire militante, qui vont réactiver les choses à l'international parce qu'en France, qui en plus, je pense, est un pays assez... sur le plan économique, assez important en Europe. Et il y a beaucoup de choses il y a de l'espoir aussi qui naît, en fait. Et moi, j'ai des retours aussi de pays russophones où il y a des choses où les gens se disent, nous, on n'a pas forcément eu de mouvement après la transition avec l'URSS, on n'a pas forcément eu de mouvements sociaux contre l'arrivée rapide du néo-capitalisme, et maintenant ça se produit en France et ça crée des choses. C'est un impact. Ça arrive en France, quoi. Alors, désolé, mais à 6 personnes pendant 50 minutes, même si on va les laisser plus que les 2 minutes réglementaires de l'AG de Nuit debout, il va falloir, il faut conclure. Merci beaucoup. La soirée Nuit debout se poursuit, mais comme une petite émission de la télé assise essaye de concurrencer ce live Nuit debout de Mediapart et que certains voudraient savoir ce qu'a dit François Hollande et ceux qui l'entourent, je cède la parole à Antoine Perrault. Antoine.